Numéro 1. Senator Platt. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Honorable collègue, je prends la parole aujourd'hui pour continuer ma réponse au discours du trône. Comme vous le savez, j'utiliserai ce temps pour parler de l'héritage de Trudeau. Aujourd'hui, je me concentrerai sur une autre composante importante de cet héritage, cultiver un Canada divisé. Je sais que nombre d'entre vous seront tentés de quitter la Chambre alors que j'ai la parole, mais je veux que vous sachiez que je ne fais pas ça. Pour ceux qui sont ici au Sénat, je le fais pour les près de 1 million d'auditeurs qui ont écouté le dernier discours que j'ai fait sur l'héritage de Trudeau. Je le fais pour les plus de 6 millions de conservateurs qui ont voté pour les conservateurs et pour un autre premier ministre à la dernière élection. Et je le fais pour les 3 millions d'autres électeurs qui ne veulent pas voter pour Justin Trudeau à la prochaine élection. Chers collègues, en 2015, Justin Trudeau et le Parti libéral ont formé le gouvernement en promettant l'unité nationale et les voies ensoleillées. Mais, comme vous le verrez, leur bilan est à l'inverse. Il faut reconnaître que le monde est très divisé. Au cours de la dernière décennie, le climat politique, et surtout dans les démocraties occidentales, ont vu la montée des idéologies radicales. La montée de la politique identitaire divise les citoyens selon le genre, la race, la religion et le niveau perçu d'oppression. L'étroitesse de la pensée acceptable punit ceux qui sont à l'extérieur de ses limites. Il y a des révoltes populistes de la part de ceux qui se sentent oubliés par les élites. De plus en plus de gens se définissent en opposition au système, ce qui nourrit la division. Le Canada n'a pas une immunité contre ses forces, mais un leader d'intégrité tiendrait compte de ce climat et rappellerait aux citoyens de qui nous sommes en tant que pays, nos objectifs et principes communs, et se concentrerait sur le fait d'aller de l'avant avec des politiques qui peuvent nous rassembler. Justin Trudeau a fait précisément l'opposé. Il divise en utilisant une position idéologique prévisible et en insultant ceux qui sont en désaccord avec lui, tout en prêchant un faux message d'unité. En 2024, ça devrait être clair pour tous les Canadiens que les voies ensoleillées ont quitté. Le premier ministre aux voies ensoleillées laisse le pays beaucoup plus divisé qu'il l'a trouvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'on n'est plus unifié qu'on l'était qu'avant que Justin Trudeau prenne le pouvoir? Notre pays va mal et je ne crois pas que ce soit un accident. Il semble que les politiques de Trudeau avivent les flammes et que on essaie de distraire les Canadiens. Et s'ils sont divisés, selon leur identité, ils peuvent blâmer les autres pour les problèmes du Canada. Si on a peur, peut-être qu'on va oublier la myriade de crises qui se produisent dans le pays qui fait qu'ils ne peuvent ont la difficulté à payer leurs factures et à se nourrir. Lorsqu'on essaie de défendre l'indéfendable, comme par exemple l'augmentation de la taxe sur le carbone, Trudeau a dit, et je cite, « Mon travail n'est pas d'être populaire. » Non, Monsieur le Premier ministre,
c'est aussi pas votre tâche de cultiver la polarisation et d'ostraciser le vaste groupe de la population canadienne qui sont en désaccord avec vous. John Ibbitson a écrit dans le Globe and Mail en octobre la priorité de tout premier ministre devrait être de laisser la fédération plus forte, au moins pas plus faible, que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Dans cette mesure, M. Trudeau a échoué. Je vais vous présenter certaines des façons dont notre unité nationale s'est défaite sous Trudeau. La pandémie de la COVID-19 a été une période difficile. Les citoyens faisaient face avec des pertes économiques et des conséquences sur la santé mentale et beaucoup d'autres choses. Lorsque les vaccins sont arrivés, aussi est arrivée la peur. De nombreux se demandaient est-ce que ces vaccins étaient vraiment efficaces? Quels sont les risques? Est-ce sécuritaire pour les enfants d'être vaccinés? Il y avait une vaste gamme d'opinions médicales à ce sujet. La CDC et l'OMS et d'autres ont fait des recommandations sur ce qu'ils percevaient comme étant les données les plus complètes à ce moment-là. Et d'autres professionnels faisaient d'autres recommandations. De nombreux Canadiens ont trouvé les recherches, les données présentées par d'autres sources convaincantes et n'étaient pas prêts à faire aveuglément confiance à leurs autorités de santé publique respectives. Cette situation s'est aggravée lorsque les recommandations et les affirmations des responsables de la santé publique se sont avérées incorrectes ou n'étaient plus applicables ou recommandables. De nombreux experts en santé ont mis en garde contre une pandémie fantôme ainsi que contre les effets néfastes sur les enfants et leur apprentissage, compte tenu des fermetures d'écoles. La division croissante était palpable. Certains considéraient que ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner comme un groupe d'incultes antivaxistes, radicaux religieux et théoriciens du complot. D'autres, à l'autre bout du spectre, affichaient des photos sur les médias sociaux en se moquant des personnes portant des masques à l'extérieur ou qualifiaient de moutons tous ceux qui suivaient les directives du CDC. À la fin de l'année 2021, l'Agence de santé publique du Canada a annoncé que les prestataires de services essentiels, dont les chauffeurs de camions, devraient être entièrement vaccinés après le 15 janvier 2022. Ces obligations empêcheraient environ 26 000 chauffeurs de camions non vaccinés qui doivent régulièrement traverser la frontière de faire leur travail. Comme nous le savons tous, la réaction des chauffeurs de tout le pays a été connue sous le nom du Convoi de la liberté. Les manifestants ont occupé le centre-ville d'Ottawa, demandant à parler au premier ministre et à l'entendre, et ont annoncé qu'ils ne partiraient pas tant que les mandats ne seraient pas abrogés. Bien que les milliers de manifestants aient certainement soutenu les préoccupations des camionneurs, la manifestation s'est rapidement transformée en un appel à l'action plus large concernant les restrictions de la COVID-19 en général et leur effet sur l'autonomie, la santé mentale et la liberté de gagner sa vie. Les camionneurs, qui, ironiquement, ont été félicités par M. Trudeau dans les premiers jours de la pandémie, avec un mot-clé, remercier un camionneur, sont finalement devenus la cible et l'ennemi politique de M. Trudeau. Les chauffeurs de camions, qui passent leur journée seuls dans la cabine de leur véhicule, sont soudainement devenus une menace pour la santé publique s'ils n'étaient pas vaccinés. Bien entendu, lorsqu'il était demandé à la Chambre des communes de produire des données établissant un lien entre les chauffeurs de camions et les infections de la COVID-19 au Canada, ni le ministre de la Santé, ni l'administrateur en chef de la santé publique n'ont été en mesure de le faire. Ces hommes et ces femmes luttaient littéralement pour leur droit au travail.
Ils exerçaient leur droit de manifester dans la capitale nationale et s'étaient rassemblés avec d'autres Canadiens inquiets pour s'opposer à une ingérence gouvernementale qui devenait envahissante. Un dirigeant, un tant soit peu compétent ou intègre, pourrait regarder le fossé qui sépare la nation, réagir en reconnaissant la lutte des Canadiens et la difficulté de naviguer dans des informations changeantes et contradictoires. Il pourrait rappeler aux Canadiens que nous avons un objectif commun, à savoir minimiser le risque de décès et de maladies chez les Canadiens et reprendre la vie comme avant, y compris la capacité de gagner sa vie le plus rapidement possible. Alors, qu'a fait Trudeau? A-t-il reconnu les craintes de nombreux Canadiens qui s'inquiétaient de leur santé mentale, de leur capacité à gagner leur vie, de leur autonomie en matière de choix de soins de santé? A-t-il donné aux manifestants qui avaient fait tout ce chemin, qui s'étaient sentis exclus de la conversation, l'occasion de se faire entendre? Non. Il a fui le problème, se cachant littéralement des Canadiens et attendant la bonne occasion pour attaquer. Comme c'est le cas quand il y a de grandes démonstrations, il y avait quelques mauvais acteurs qui ont fait la promotion d'un message de haine qui n'avait rien à voir avec les autres manifestants. Et les médias ont donné le droit de parole à ces personnes et le Premier ministre en a profité. C'était ce dont avait besoin Trudeau pour ignorer les camionneurs et leurs demandes. Le Premier ministre a décrété qu'il y avait des millions de Canadiens qui étaient racistes, misogynes, insurrectionnistes et une minorité. Il a même dit que leurs opinions étaient intolérables. Et dans un discours télévisé, il a même demandé aux Canadiens comment pouvons-nous tolérer ce type de personnes. Je vais répéter ce qu'a dit le Premier ministre. Il a demandé au sujet de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, comment peut-on les tolérer? Le Premier ministre savait qu'il y avait quelques idiots racistes, mais qu'il ne parlait pas au nom des autres camionneurs qui avaient des préoccupations valables. Mais au lieu d'utiliser sa position et son pouvoir pour unir les Canadiens, alors qu'on était en pleine pandémie, il a rejeté du revers de la main les préoccupations de ces Canadiens qui sentaient qu'ils n'avaient pas de pouvoir et qui étaient désespérés. Il les a même insultés. Il a utilisé cet argument pour démontrer qu'il ne fallait pas discuter avec eux. Comme l'a dit Jennifer Levitz dans une émission spéciale ou un article spécial du National Post, c'était comme regarder de l'essence versée sur un feu. Nous avons un leader qui a créé un environnement d'intolérance pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ce qui est pire encore, c'est que les députés sont également visés. Un gouvernement qui s'était engagé à lutter contre le bullying en ligne disait qu'il était acceptable pour les Canadiens de harceler leurs voisins, tout simplement parce que ces voisins n'avaient pas les mêmes préférences médicales. Même le député libéral Joel Lightbaum a dit « Je remarque avec regret que le ton et les politiques de mon gouvernement ont changé de façon radicale, juste avant et pendant la dernière campagne électorale. On est passé d'une approche unificatrice et positive à une décision visant à diviser et à stigmatiser. Nous avons une des populations les plus vaccinées au monde et pourtant nous n'avons jamais été aussi divisés. Il s'agit là d'une déclaration qui a été faite par un député du caucus du Premier ministre.
Une semaine après les commentaires de M. Lightbourn, pour répondre à une question posée par une députée juive, Melissa Landsman, le premier ministre a redoublé d'efforts en disant, au sujet des démonstrations, les députés conservateurs peuvent soutenir ceux qui ont des swastikas. Ils peuvent soutenir ceux qui brandissent le drapeau de la Confédération. Mais imaginez, il s'agit de Justin Trudeau. Il était tellement prêt à diviser le monde et il voulait tellement dépeindre ses adversaires politiques comme étant le diable qu'il a oublié à qui il parlait. C'est bien Justin Trudeau. Il n'hésite jamais à insulter ses adversaires. Il n'hésite jamais à dire de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui qu'ils sont le diable. Dans sa tête, il n'a pas d'adversaire politique, il a des ennemis politiques. Et comme c'est lui, le Canada, ses ennemis sont les ennemis du Canada. En raison de cette attitude, il est incapable de débattre, il est incapable de compromettre et il est incapable d'atteindre un accord. Il dit toujours que son côté, c'est le bon côté et l'autre côté, c'est le mauvais côté. On lui a demandé de présenter ses excuses par rapport à ses remarques adressées à Mme Landsman, mais il a refusé et il a tout simplement quitté la Chambre. Au lieu de tenter de comprendre les préoccupations exprimées et l'impact des mesures de son gouvernement sur les citoyens qu'il est censé représenter, il s'est servi de son pouvoir pour les bâillonner. Comme je l'ai dit lorsque nous parlions de la motion portant sur la loi sur les mesures d'urgence en février 2022, il s'agit d'un premier ministre qui n'aime pas l'opposition. Il admire la dictature chinoise. Il n'écoute pas, il ne débat pas, il insulte, il donne des ordres, il ne convainc pas, il impose. Lorsque le premier ministre a concrétisé son outil le plus divisif, à savoir la loi sur les mesures d'urgence, et lorsqu'il a gelé les comptes bancaires des manifestants, il a empiré la division qui existait. Il s'agissait d'une honte internationale qui entachera à tout jamais notre histoire. Le recours à la loi sur les mesures d'urgence a été jugé déraisonnable. Il s'agit d'une violation de la Charte, c'est ce qu'une Cour fédérale a dit. Un sondage qui a été effectué par Canadian Hub for Applied and Social Research de l'Université de Saskatchewan, 40% des répondants ont dit qu'ils avaient moins de contact avec leurs amis et leurs familles parce qu'ils s'étaient brouillés en raison de la pandémie. À peu près 50% de notre pays. Le Premier ministre a donc divisé notre pays par région, par partisanerie et par vaccination. Mais sa rhétorique divisive a même mis à mal des familles et des amitiés. Un an après l'obligation de vaccination, un an après le recours à la loi sur les mesures d'urgence, Trudeau aurait pu prendre le temps de réfléchir. Mais lorsqu'il a pris la parole publiquement, il a dit qu'il n'avait pas forcé quiconque de se faire vacciner, qu'il avait plutôt encouragé les gens. Mais sur Internet, on a rapidement pu trouver des clips du Premier ministre qui disaient « En fait, au bout du compte, une preuve de vaccination sera exigée au plus tard à la fin du mois pour tous les employés fédéraux et à la mi-novembre, il y aura des mesures de respect de la loi qui seront mises en place pour être sûr que tout le monde est vacciné. Il y aura des mesures qui vont être mises en place pour être sûr que tout le monde est vacciné. » C'est ça qu'il entend par encourager? Mais le Premier ministre a continué sur sa lancée. Il a continué à diviser. Il a continué à faire la promotion de la division et de la peur. Il a agi comme s'il était intouchable. Et en plus,
Il a déclenché des élections au beau milieu de la pandémie. Il a tenté ainsi d'obtenir la majorité qu'il n'avait pas pu obtenir 2 ans auparavant. Il s'est servi de la pandémie à titre de plateforme électorale. Beaucoup de Canadiens ont entamé la pandémie avec des circonstances sociales et médicales différentes. Et ils ont voulu agir à leur façon. Et ça, c'est normal. C'est la beauté d'une société pluraliste. Mais les choses ont mal tourné quand le Premier ministre, d'un coup, a voulu que tous les habitants du pays pensent de la même façon par rapport à cette grande question. Et ensuite, il a insulté et puni ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. En pleine pandémie, il n'a pas agi à titre de leader. Justin Trudeau a décidé de diviser les Canadiens pendant la pandémie pour son avantage politique. Et c'est ça son legs. Parlons maintenant de l'immigration. De tous les dossiers mal gérés par le gouvernement Trudeau, on pourrait dire que ça, c'est le pompon, même si Arrive Khan, c'est pas mal non plus. Et les Canadiens sont fondamentalement pro-immigration. Notre culture et notre économie, en effet, ont été enrichies et rendues plus robustes grâce à l'immigration. L'immigration et la diversité a toujours fait la fierté du Canada. Et par conséquent, il est tragique de constater qu'un gouvernement pourrait mal gérer ce dossier aussi gravement pendant 8 ans que maintenant, les Canadiens qui étaient favorables à l'immigration auparavant commencent à changer d'avis. D'après un sondage récent effectué par Focus Canada, portant sur l'attitude des Canadiens envers l'immigration et les réfugiés, 2002 Canadiens ont été sondés. C'est un bon échantillon pour produire des résultats qui sont exacts, avec 2,2 points de pourcentage. D'après ce sondage, les Canadiens tendent à penser qu'il y a trop d'immigration, ce qui est un virage du tout au tout par rapport à ce qu'on pensait il y a des décennies. Pour la première fois, de plus en plus de Canadiens demandent combien d'immigrants arrivent au pays. D'après le sondage, de plus en plus de Canadiens estiment que le Canada accueille trop d'immigrants. Certains pensent que ce sont les nouveaux immigrants qui causent la crise du logement. Et les Canadiens qui se préoccupent le plus de cette situation sont les Canadiens de première génération. Et c'est vraiment un dossier qui a été géré de façon pitoyable. M. Trudeau a parlé récemment lors d'une conférence de presse et il a dit au cours des dernières années, nous avons eu beaucoup d'immigration temporaire. Il a même donné un exemple. En 2017, 2% de la population du Canada était constituée d'immigrants temporaires. Aujourd'hui, ce chiffre a atteint 7,5%. Et il faut qu'on reprenne la maîtrise de cette situation. Il a dit que l'immigration temporaire avait causé tellement de pression dans nos communautés. C'est ironique, comme l'a dit Robin Urbach dans le Globe and Mail, que ce sont ce genre de remarques sur l'immigration qui ont causé Trudeau à accuser les conservateurs de disséminer la peur. Par exemple, Stephen Blaney, député conservateur, a posé une question sur les dossiers d'immigration en 2018. Et Trudeau a répondu « C'est complètement irresponsable de la part des conservateurs de répandre la peur au sujet de notre système d'immigration et de réfugiés. » Trudeau a ensuite jeté le blâme sur les conservateurs de Harper pour la mauvaise gestion de ce dossier. Comme le dit Mme Urbach, depuis cette époque, on pourrait penser que le système d'immigration a été géré de façon responsable. Mais maintenant, le gouvernement libéral essaye, tant bien que mal, de changer sa politique. En novembre 2022, le gouvernement
a fait sa déclaration comme quoi son intention était d'accueillir 1,5 million de nouveaux résidents permanents avant 2025. Maintenant, nous savons, d'après un rapport de Citoyenneté et Immigration Canada, que le sous-ministre avait été prévenu que cette augmentation de la population se traduirait par une pression accrue sur le système de santé au Canada. Ceci après le tweet de Trudeau réagissant aux propos de Donald Trump par rapport à l'immigration. Après le tweet de 2017, plus de 18 000 migrants ont traversé la frontière de façon illégale et ensuite ont demandé le statut de demandeur d'asile. On leur a permis de rester et de profiter de différents programmes sociaux comme l'éducation, le logement, les soins de santé. Et ce chiffre n'a cessé d'augmenter. C'est ça qui fait partie du legs de Justin Trudeau. Il a adhéré à l'initiative du siècle, le plan irresponsable visant à accroître la population du Canada pour qu'elle atteigne 100 millions avant 2100. Sans aucune planification, sans aucun investissement dans l'infrastructure et dans les systèmes sociaux pour intégrer ces nouveaux arrivants. Lorsqu'il a décrété que le Canada allait recevoir ces populations, Justin Trudeau a commencé à accuser les immigrants de tous nos problèmes. Et maintenant, il dit qu'il veut réduire le nombre de demandeurs d'asile, de travailleurs temporaires et d'étudiants étrangers. Il essaye en fait de faire fi de sa propre politique en matière d'immigration qui a été un échec. Justin Trudeau, en fait, a réussi à mettre à mal un consensus canadien sur l'immigration qui dure depuis 125 ans. Quand il ne trouvait plus d'excuses pour expliquer les difficultés des Canadiens, il a commencé à jeter le blâme sur les étudiants étrangers, sur les travailleurs temporaires étrangers, comme si ce n'était pas lui qui les avait accueillis. En raison de cette incompétence, Justin Trudeau a réussi à changer l'opinion des Canadiens relativement à l'immigration. Et ensuite, il a décidé de diviser les Canadiens pour pouvoir en tirer un profit politique. C'est ça son legs. Comme je l'ai dit, les politiques divisives de Trudeau touchent tous les portefeuilles. J'aimerais maintenant vous parler de sa politique énergétique et du fait qu'il ne cesse de s'en prendre à l'ouest du Canada. Bon nombre d'entre nous se souviennent de l'approche hostile de Pierre Elliott Trudeau dans les années 70 et 80. Le gel des prix du pétrole, les taxes sur les exportations de pétrole, et que dire du programme énergétique national, une catastrophe. Les tensions étaient tellement lourdes entre le gouvernement fédéral et l'Ouest que le premier ministre albertain, Peter Lougheed, a dit que la taxe sur l'exportation était la politique la plus discriminatoire jamais mise en place à l'égard d'une province par le gouvernement fédéral. Et le gouvernement disait qu'il s'agissait d'un moyen de faire la redistribution de la richesse générée par le pétrole de l'Alberta. Mais en réalité, c'était une façon pour le gouvernement de tenter de rembourser une partie de son déficit qui se chiffrait à plus de 14 milliards de dollars. Et pour contrer l'inflation, c'était une façon aussi de diviser les provinces et l'Ouest. Cette politique s'est traduite par un séparatisme de l'Ouest et a contribué à mettre à mal l'économie qui pourtant se portait bien. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi, ont perdu leur maison et on peut dire que c'est de la faute de ce programme. Ce programme énergétique avait été annoncé dans un article de la CBC en 2020. Dans un article 2020, on dit « L'effet a été plus que financier, car
C'était une question constitutionnelle. Et ça a en fait attisé les flammes de l'aliénation de l'Ouest. Dieu merci, le feu très honorable Brian Mulroney a été élu. Et c'est grâce à lui que le Canada a commencé à accueillir des investissements et que le programme énergétique a été stoppé. Ça fait 40 ans depuis sa création et pourtant c'est quelque chose qui reste bien à l'esprit des Albertains. On s'en souvient comme quelque chose qui reste possible, surtout étant donné que Trudeau ressemble à son père et est en poste. En 2019, Trudeau a adopté le projet de loi C-69, la loi sur l'évaluation, sur les évaluations environnementales, et qui portait sur les projets industriels, sur les pipelines, sur les mines, sur les infrastructures routières. Il fallait donc voir quelles étaient les répercussions. Et en fait, ce qui s'est fait, c'est que ça a alourdi la bureaucratie et ça a donné au gouvernement fédéral la possibilité de sonner le glas de grands projets, des projets sur les sables bitumineux ou sur les mines, par exemple. Il s'agissait en fait d'une violation du droit à la protection des champs de compétences des provinces. Et c'est la Cour suprême qui l'a dit. En 2022, le gouvernement Trudeau a annoncé un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre. Et cette responsabilité tombe sur les épaules d'un seul secteur, parce qu'il n'y a pas d'engagement qui a été pris par les autres secteurs, à part les secteurs des hydrocarbures, y compris le transport. Et pourtant, c'est le secteur du transport qui émet presque autant que le secteur pétrolier et gazier. Les règlements ont permis de cibler ce secteur et de donner une exemption à 73% des émetteurs et des émissions. Au mieux, c'est quelque chose qui n'est pas justifié scientifiquement et au pire, c'est une attaque directe à l'encontre de l'Ouest. Comme le dit la professeure de sciences politiques Lydia Milgens dans un article après l'annonce, l'attaque contre le gaz va continuer. Nous vivons dans un pays vaste qui dépend du gaz naturel et du mazout pour se réchauffer. La gasoline et le diesel est nécessaire pour notre transport. Si on établit des seuils, cela ne changera pas notre demande pour ces carburants. Cela signifie simplement qu'on quittera les sources canadiennes et qu'on ira les chercher auprès de pays qui veulent nous les vendre. C'est une honte. En même temps, des analystes de l'Institut Fraser, dans un article au Calgary Herald, ont déclaré « Toutes les prévisions crédibles de la consommation mondiale d'énergie indiquent que le pétrole et le gaz continueront à dominer l'approvisionnement énergétique mondial pendant des décennies. Toute restriction de notre production et de notre exportation de pétrole et de gaz au Canada ne ferait que déplacer la production vers d'autres régions où les normes en matière d'environnement et de droits de la personne sont moins strictes. » Le sentiment d'aliénation de l'Ouest a été exacerbé par la taxe carbone, en particulier par l'exemption en faveur des provinces de l'Atlantique, alors que les appels à l'aide des provinces de l'Ouest ont été ignorés. L'exemption de la taxe carbone décidée par M. Trudeau garantit aux habitants des régions rurales du Canada atlantique qui utilisent du mazout auront droit à une pause de 3 ans dans la taxe, tout en obligeant les ménages qui utilisent d'autres combustibles à payer. Pour Justin Trudeau, les personnes qui protestent la taxe carbone sont des théoriciens du complot et des extrémistes. On sent qu'il est ouvert au débat sur ces politiques. Ajoutez à cela les exigences en matière d'électricité propre qui visent l'Alberta et le tableau est complet. Comme son père, Justin Trudeau punit l'Ouest canadien et en particulier l'Alberta en espérant que le reste du Canada l'en remerciera. La seule différence
est que ce qui était présenté comme une politique énergétique en 1980 est aujourd'hui déguisé en politique environnementale. Encore une fois, comme son père, Justin Trudeau dresse une région du Canada contre une autre pour des raisons politiques grossières. Comme son père, Justin Trudeau quittera ses fonctions en s'étant aliéné l'ouest du Canada. Justin Trudeau a décidé de monter les régions les unes contre les autres pour son propre bénéfice politique. Ces divisions au Canada seront son héritage. Le mandat de Pierre-Éliott Trudeau a favorisé la création et la montée des mouvements séparatistes, d'abord au Québec puis dans l'Ouest canadien. L'histoire se répète aujourd'hui. Un autre Trudeau, le même résultat. Dans l'article du Globe and Mail intitulé National Unity Fraying Under Trudeau's Watch, l'unité nationale s'évapore sous Trudeau, John Ibbitson brosse avec éloquence le tableau de Canada unifié avant l'entrée en fonction de M. Trudeau et décrit avec justesse les divisions provinciales et la renaissance des mouvements séparatistes au Canada. Permettez-moi de lire directement l'article car je pense que le point qu'il illustre est crucial. Lorsque les libéraux ont remporté leur rang majoritaire en octobre 2015, ils avaient une occasion en or de renverser des décennies d'impopularité libérale dans l'Ouest. Les libéraux avaient remporté 17 sièges en Colombie-Britannique, 7 au Manitoba, 4 en Alberta et 1 en Saskatchewan. Ils étaient bien placés pour accroître ce vote grâce à des politiques qui consultaient plutôt que d'imposer, qui reconnaissaient l'importance de l'économie de l'Ouest basée sur les ressources et qui respectaient les sociétés distinctes des prairies et de la Colombie-Britannique. Il continue. M. Trudeau a hérité d'une fédération en paix. Au Québec, le Parti québécois n'était pas au pouvoir et était en déclin, et le Bloc québécois fédéral était décimé, n'ayant remporté que 10 sièges lors des élections de 2015. Les choses étaient plus calmes sur le front fédéral-provincial qu'elles ne l'avaient jamais été depuis les années 50. C'était certainement le moment de renforcer les liens nationaux entre les anglophones et les francophones, entre le cœur du pays et l'Ouest. M. Ibbitson continue en soulignant que la récente résurgence du Bloc québécois, la montée des tensions entre francophones et anglophones et l'éloignement encore plus profond de l'Alberta. Il constate que les clivages s'accentuent et que, selon les sondages, les conservateurs remporteraient une élection si elle avait lieu aujourd'hui. Que s'est-il passé, se demande-t-il? En un mot, l'autoritarisme. Les libéraux ont imposé des conditions aux provinces avant de leur accorder des fonds pour la santé. Ils ont imposé une taxe carbone aux provinces qui n'atteignait pas les objectifs fédéraux de réduction des émissions de carbone. C-69 a imposé des conditions tellement intrusives sur l'exploitation des ressources que la Cour suprême a jugé la loi inconstitutionnelle. Les libéraux ont décidé que les priorités nationales justifiaient l'utilisation du pouvoir fédéral de dépenses pour dicter des conditions aux provinces. Ils étaient prêts à laisser souffrir le secteur pétrolier et gazier des prairies afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone. Résultat, un ressentiment croissant à l'égard d'Ottawa dans tout le pays. Il conclut. Voici le Canada aujourd'hui sous la direction de Justin Trudeau. Lorsque Stephen Harper a déclenché les élections en 2015, le Bloc québécois n'avait plus que 2 sièges. Il en a aujourd'hui 32. Et en raison des attaques de Justin Trudeau contre les droits des provinces, le Parti québécois séparatiste est maintenant en tête des sondages au Québec et fait pression pour un autre référendum sur l'indépendance avant la fin de la décennie. De se déclencher sur ce qu'un premier ministre devrait faire, à savoir les dossiers qui relèvent de la compétence fédérale tels que la justice, la défense nationale, les affaires étrangères, la politique monétaire et économique nationale. Justin Trudeau s'immisce continuellement dans les compétences provinciales.
Presque toutes les annonces budgétaires faites par les libéraux ces dernières semaines concernaient un nouveau programme dans un champ de compétences provinciales. Justin Trudeau veut gérer les garderies, prendre en charge les programmes alimentaires des écoles, arbitrer les relations entre locataires et propriétaires, gérer les systèmes de santé des provinces. Après tout, lui et ses collègues libéraux en savent plus que tous les premiers ministres de tous les partis politiques confondus. Oubliez la sagesse et l'expérience régionale. Pour lui, les provinces ne sont que des gestionnaires régionaux de ces politiques. Ce qui est ironique dans son besoin de gérer tous les programmes du pays, c'est qu'il est incapable de gérer ce qui relève de sa compétence. Quand on voit ce qui se passe au bureau des passeports, quand on voit comment notre politique d'immigration est gérée, quand on voit comment nos forces armées sont sous-équipées, on ne peut s'empêcher de retenir un souffle de peur en attendant de voir ce qui va se passer avec tous les nouveaux programmes de Trudeau. Les attaques de Trudeau dans les compétences provinciales ont un objectif, changer le cours de ses échecs dans les dossiers relevant de la compétence fédérale. Bien entendu, il s'est mis à dos avec les premiers ministres de tout le pays. Même les chefs de partis d'opposition provinciaux, néo-démocrates et libéraux prennent leur distance avec les libéraux fédéraux. Les libéraux de la Colombie-Britannique ont dû changer de nom pour s'assurer que personne ne pense qu'ils soutiennent les politiques de Justin Trudeau. Se battre avec les provinces était l'un des passe-temps favoris de Pierre Elliott Trudeau. Cela a peut-être été profitable à court terme pour les libéraux dans les années 70, mais cela a failli détruire le Canada. Justin Trudeau utilise la même recette que son père, se battre avec les provinces. Même le seul premier ministre libéral de gauche, Andrew Furey, de Terre-Neuve-et-Labrador, est attaqué par Trudeau. Espérons que les électeurs canadiens mettront bientôt fin au régime libéral afin que Pierre Poilievre puisse recommencer à travailler en collaboration avec les provinces et non contre elles. Nous reviendrons bientôt à une période de respect mutuel, de dialogue et de collaboration entre les provinces et le gouvernement fédéral, comme nous l'avons toujours fait lorsque les libéraux ne sont pas au pouvoir. En attendant, nous savons que ces divisions entre les niveaux de gouvernement au Canada et la résurgence du mouvement séparatiste au Québec feront partie de l'héritage de Justin Trudeau. Chers collègues, aborder des questions controversées est un aspect inévitable du leadership. Il est pratiquement impossible d'obtenir un soutien unanime des citoyens pour les politiques proposées. Pourtant, au Canada, il existait autrefois une croyance commune dans les objectifs ultimes et les valeurs fondamentales. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Sous la direction de Justin Trudeau, les Canadiens sont moins enclins à s'engager dans un discours réfléchi et plus enclins à prendre leur distance avec une personne avec laquelle ils sont en désaccord. Après tout, leur propre premier ministre choisit constamment les gagnants et les perdants, identifie les personnes moralement justes et moralement inacceptables et fait des commentaires désobligeants sur la moitié avec laquelle il n'est pas en accord. Il a non seulement alimenté la discorde sur les questions les plus pressantes du jour, mais il a également ravivé les divisions sur des sujets que beaucoup d'entre nous pensaient avoir transcendés. Par exemple, les divisions fondées sur la religion. Beaucoup d'entre nous considèrent le Canada comme un pays où les citoyens sont libres et habilités à pratiquer la religion de leur choix, à la fois dans le contexte d'un droit reconnu par la loi et comme un principe culturellement valorisé. Bien que ce droit existe toujours, l'adhésion inébranlable de M. Trudeau à son idéologie a dicté que certaines religions doivent être valorisées plus que d'autres. Depuis le printemps 2021, True North a recensé 47 églises ou bâtiments d'églises qui ont été brûlés ou détruits par incendie criminel et 53 autres ont été la cible d'actes de vandalisme. Pas un mot de la part du Premier ministre. Une attaque contre un lieu de culte est répugnante sur n'importe quel lieu de culte.
Notre gouvernement ne peut pas dénoncer vocalement les attaques contre certaines religions et demeurer silencieux lorsque d'autres sont visés. Mais c'est ce que nous avons au Canada sous Justin Trudeau. Par exemple, il s'est engagé à retirer le statut de groupe caritatif au centre d'aide aux femmes enceintes qui sont souvent affiliés à la foi chrétienne parce qu'ils ont une opinion différente de la sienne sur la question de l'avortement, des opinions plus intolérables. Il n'a pas encore donné suite à cette promesse, mais la menace plane toujours sur ces groupes caritatifs. Comme l'ont déclaré certains défenseurs des centres de grossesse, si leur statut de groupe charitable était retiré, cela créerait un dangereux précédent qui affecterait bien plus que les centres de crise. Cela aurait aussi un effet sur les églises, les camps et les groupes religieux. Les points de discussion des libéraux désignent spécifiquement les centres de grossesse en crise comme le type de groupe visé. Mais certains s'interrogent sur la formulation et sur ce qui pourrait être considéré comme un groupe anti-avortement. Par exemple, est-ce qu'un lieu de culte qui s'oppose à l'avortement pourrait être considéré comme tel? Comme l'a dit David Cook de Camping Life Coalition, chaque fois que le statut de groupe de bienfaisance est révoqué, les dons diminuent. S'ils n'ont pas d'exonération fiscale, ils devront recommencer à payer l'impôt foncier et cet impôt foncier va les tuer et les forcer à fermer. Pregnancy Care Canada a aidé des centaines de milliers de femmes en leur fournissant des fournitures matérielles comme des couches, du lait maternisé et des vêtements, une éducation prénatale, des programmes d'éducation parentale et même un soutien et des soins après l'avortement. Il s'agit là d'une œuvre de bienfaisance à tout point de vue. Lorsque la National Post a demandé au bureau de la ministre Freeland si les églises pourraient perdre leur statut d'exonération et selon quelle mesure l'agence de revenus déterminerait que le groupe fournit des conseils malhonnêtes, il n'y a pas eu de réponse. On s'est contenté de réitérer la promesse des libéraux. Vous vous souviendrez que ce n'est pas la première fois que les libéraux ciblent les groupes pro-vie. En 2017, le gouvernement a exigé que les groupes participants au programme d'emploi d'été pour étudiants déclarent qu'ils ne sont pas pro-vie, ce qui a disqualifié un certain nombre d'organisations religieuses de partout au Canada pour recevoir la subvention d'Emploi d'été Canada. Et avant cela, en 2014, il a déclaré que tous les candidats libéraux devaient partager son point de vue sur l'avortement pour se présenter pour le parti. Quel progressisme! Sur une question qui divise les Canadiens, au lieu d'adopter la position des premiers ministres précédents qui ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne rouvriraient pas le débat sur l'avortement, Justin Trudeau s'est carrément inséré au milieu du débat, choisissant une fois de plus des gagnants et des perdants, un bon côté et un mauvais côté, les Canadiens tolérables et les Canadiens intolérables, dans un débat déjà passionné et émotionnel. M. Trudeau n'a rien fait pour apaiser les tensions et, au contraire, a creusé davantage le fossé. Je vais citer un article du 17 mai du Toronto Sun sous le titre « Trudeau attise les feux de la division ». Un autre jour, une autre attaque du premier ministre Justin Trudeau contre un premier ministre conservateur. Il a attaqué Scott Moe de la Saskatchewan au sujet de la taxe carbone. Il a attaqué Danielle Smith de l'Alberta sur presque tous les sujets. Cette semaine, M. Trudeau s'en est pris au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, le qualifiant de honte en matière de droits des femmes et le critiquant pour ses politiques en matière d'identité sexuelle. En important la politique américaine, M. Trudeau alimente les feux de la division. En ce qui concerne la guerre entre Israël et le Hamas, M. Trudeau a fait de nombreuses déclarations confuses et incompréhensibles et a tenté d'adopter une position publique de neutralité tout en envoyant certains députés dans des mosquées pour délivrer un message et d'autres dans une synagogue pour délivrer un message différent. Les libéraux ont maintenant soutenu une motion qui établit une fausse équivalence entre l'État d'Israël et le groupe terroriste Hamas et, ce faisant, se sont aliénés des membres de leur propre groupe parlementaire, comme le député juif Anthony Housefather
qui a déclaré que la motion dépassait les bornes. Ces positions embarrassantes et incohérentes en matière de politique étrangère et les divisions au sein de son propre caucus ont attiré l'attention des médias internationaux. The Economist a publié un article en avril intitulé « Justin Trudeau est assailli par un parti divisé et un électorat en colère », notant que M. Trudeau a dû réprimer plusieurs échanges houleux entre ses députés libéraux au sujet du rôle du Canada dans la guerre à Gaza. L'article fait référence à la motion originale du NPD demandant un cessez-le-feu et à la reconnaissance d'un État palestinien et note que plus de la moitié du caucus de Trudeau a appuyé la motion avant qu'elle ne soit édulcorée. L'article note que si elle avait été adoptée, elle aurait mis en évidence une division parmi les députés. L'article poursuit en disant que la version amendée, je cite, a évité une démonstration embarrassante d'incohérence en matière de politique étrangère, mais note que 3 députés libéraux ont rompu les rangs et ont voté contre la motion, tandis que de nombreux députés ne se sont pas présentés au vote. Sur cette question, M. Trudeau prononce ses platitudes habituelles appelant les Canadiens à cesser d'enraciner la division et à se souvenir de qui nous sommes. Mais sa position de neutralité et de relativisme moral a contribué à fracturer le Canada. L'absence de leadership du Premier ministre et de son bureau, de son gouvernement, a des conséquences. Il y a quelques jours à peine, ici même, sur la rue Wellington, une foule acclamait le Hamas et célébrait le massacre du 7 octobre. Le manque de clarté morale de Trudeau est tout simplement stupéfiant et a encouragé la vague d'antisémitisme et de haine des Juifs que nous voyons actuellement au Canada. Il est clair que ces mouvements anti-Israël sont coordonnés et financés depuis l'étranger. Au lieu de protéger le Canada d'une nouvelle ingérence étrangère dans notre débat public, le gouvernement Trudeau manque complètement à l'appel. Ce manque de leadership et de clarté morale de la part de Justin Trudeau, combiné à la volonté des libéraux de tenir les votes de certaines communautés, provoque de plus en plus de divisions. Les tensions entre les communautés musulmanes et juives sont telles qu'elles n'ont jamais été observées auparavant au Canada. Il en va de même pour les tensions au sein de la communauté chinoise ou entre les Sikhs et les hindous. Le Canada s'est construit sur le respect entre toutes les communautés. Un vrai leader le dirait clairement, tous les Canadiens seront traités de la même manière et les Canadiens doivent se respecter les uns les autres. Mais Justin Trudeau a alimenté les divisions à des fins électorales et il laissera derrière lui un Canada encore plus divisé. Voilà son héritage. Enfin, la crise du logement. En particulier, la question de l'abordabilité risque de nous diviser encore plus au point de provoquer une révolte, selon un récent rapport de la GRC. Un rapport de la GRC fortement caviardé a été rendu public en mars à la suite d'une demande d'accès à l'information déposée par Matt Malone, professeur adjoint de droit à l'Université Thomson Rivers de Colombie-Britannique. Le rapport met en garde contre une descente plausible vers des troubles civils dans un avenir proche, une fois que les Canadiens auront pris conscience du caractère désespéré de leur situation économique. Le rapport se lit comme suit. La période de récession qui s'annonce accélérera la baisse du niveau de vie dont les jeunes générations ont déjà été témoins par rapport aux générations précédentes. Par exemple, ajoute le rapport, de nombreux Canadiens de moins de 35 ans ne seront probablement jamais en mesure d'acheter un endroit où vivre. C'est très triste. Il existe aujourd'hui un fossé entre ceux qui possèdent une maison et ceux qui ne peuvent que rêver d'en posséder une. Les jeunes Canadiens, et en particulier les jeunes familles, sont confrontés à la question du logement abordable. Selon The Economist, les jeunes Canadiens sont les 58e plus heureux du monde. 58e, juste devant les jeunes de l'Équateur, un pays ravagé par la violence des gangs.
Les données du rapport de la GRC sont exactes, selon les statistiques disponibles. L'analyse récente de la Banque royale du Canada démontre que l'accessibilité au logement a atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés. Par exemple, seuls les 26 des familles canadiennes les plus riches pourront un jour s'offrir une maison unifamiliale. Lorsque M. Trudeau est entré en fonction, un ménage gagnant le revenu médian pouvait couvrir les coûts d'achat d'une maison moyenne en dépensant 39 de son salaire. Aujourd'hui, ce chiffre est de 64 On est passé de 39 à 64 entre 2015 à aujourd'hui. Les taux d'intérêt élevés et la crise du logement, tous deux imputables à M. Trudeau, empêchent les familles canadiennes d'accéder à la propriété. Comme l'indique le rapport de la GRC, les prévisions économiques pour les 5 prochaines années et au-delà sont sombres. Nous avons vu des économies mal gérées dans le passé, mais je n'aurais jamais cru voir un jour un gouvernement canadien détruire la sécurité financière de ses citoyens à un point tel que la GRC devrait commencer à se préparer pour des troubles civils. Voilà ce qu'a fait Justin Trudeau et le Parti libéral d'aujourd'hui. Face à ce mécontentement grandissant, les libéraux ont décidé d'ouvrir 2 autres fronts, s'attaquer aux soi-disant riches et tenter de monter les jeunes Canadiens contre leurs parents. C'est toujours la même histoire avec les libéraux de Trudeau. Au lieu de travailler à corriger les problèmes, ils trouvent le moyen de blâmer quelqu'un d'autre. Les socialistes au champagne de Trudeau ont décidé de mener une guerre des classes. Ils s'attaquent non seulement aux grandes entreprises américaines, mais aussi à Bell et Rogers. Ignorant leur bilan, les libéraux nous disent que les chaînes d'épicerie sont responsables de l'inflation. Ces chaînes existent depuis longtemps, mais maintenant, on les blâme pour l'inflation. Ils ont décrété que ce qu'ils appellent les ultra-riches devraient payer pour les déficits de Trudeau. Les mêmes qui donnent des milliards et des milliards aux constructeurs automobiles se plaignent que le capitalisme est mauvais. Les mêmes qui se plaignent que l'Oblast gagne trop d'argent auront donné des millions pour changer leur réfrigérateur. Les mêmes qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de logements à louer sur le marché ont décidé d'augmenter les impôts des particuliers qui achètent, rénovent et gèrent des petits immeubles d'habitation. Les mêmes qui disent faire tout cela pour les générations futures leur imposent des centaines et des centaines de milliards de dollars de dettes. Et le message du gouvernement, dans son dernier budget, ne pourrait être plus clair. Si les jeunes Canadiens ne peuvent pas trouver de logement, s'ils se sentent sous-employés ou s'ils ont perdu espoir en leur avenir, ce n'est pas à cause des libéraux qui ont été au pouvoir ces 9 dernières années. C'est la faute des baby boomers. Justin Trudeau a décidé de monter les Canadiens les uns contre les autres en fonction de leur âge ou de leur revenu pour son propre bénéfice politique. Voilà ce que sera son héritage. Chers collègues, définir l'identité canadienne a toujours été une entreprise difficile, mais nous savons qu'elle comprend les idéaux d'optimisme, de tolérance et d'unité. Le leadership de M. Trudeau a indéniablement favorisé la division au sein du Canada, nous laissant dans un état d'unité affaiblie, de colère accrue et pour beaucoup, un sentiment de désespoir, un état contraire à notre esprit canadien de cohésion. Si la gestion de questions controversées est un aspect inhérent à la gouvernance, il est inacceptable qu'un dirigeant cultive activement la discorde, sème la division parmi les citoyens ou dénigre les voix dissidentes. Il a créé plusieurs classes de Canadiens,
nous divise en fonction de la race, la sexualité, du statut vaccinal, de la région et de l'âge. Il a déclaré certains segments de notre population intolérables. Il s'agit là d'un excellent exemple de stratégie visant à diviser pour mieux régner afin de détourner l'attention de ses échecs en tant que premier ministre. Un Canada plus divisé, tel est l'héritage de Justin Trudeau. Un changement de gouvernement n'a jamais été aussi crucial. L'essence de l'esprit canadien perdure, même s'il est fragile. Les souvenirs d'une époque de solidarité et de prospérité persistent. Il reste l'espoir d'un avenir où l'unité est restaurée, où les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent, où les sentiments séparatistes se dissolvent, où les tensions raciales s'effacent dans l'histoire, où l'immigration est considérée comme un enrichissement de notre société, où les conflits internationaux ne débordent pas dans nos rues et où les politiciens n'utilisent pas une rhétorique populiste bon marché pour tenter de diviser et de conquérir. Ce qui est clair, chers collègues, c'est que le Canada a besoin d'un gouvernement conservateur du gros bon sens, dirigé par Pierre Poilievre, qui rétablira notre unité. Les défis que nous devons relever pour réparer notre pays brisé sont immenses. C'est ensemble que nous parviendrons à reconstruire le Canada après ces 9 longues années d'obscurité. Chers collègues, j'ai commencé ça comme une série sur Netflix. C'était l'épisode 2 de la saison 1. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce qu'il n'y a pas... On ne voit aucune fin à l'inspiration que j'obtiens en regardant ce premier ministre. Alors, très bientôt, je vous présenterai l'épisode 3 et j'aimerais maintenant journer le débat pour le reste du temps qu'il me reste. Merci.